Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je suis un peu enroué aujourd'hui, donc je vais rester loin de vous pour pas vous contaminer. Merci de m'accueillir dans votre journée à midi. C'est fabuleux de pouvoir faire ça. Puis j'aimerais ça aujourd'hui en fait aborder comment reconnaître et comprendre la communication non verbale. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je vais essayer de quand même vous envoyer un message assez clair. Donc première chose d'abord qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment on utilise tous la communication non verbale, hein. Moi, je l'utilise dès que je me lève, le matin. Quand je me lève le matin, je ressemble à peu près à ça. Je ressemble à ça parce que c'est une chose que je déteste le plus dans ma vie, c'est que les gens me parlent avant que j'ai pris mon premier café. Et moi, j'ai 2 enfants, 10 ans et 14 ans, et évidemment, les enfants, ça parle. Alors, je me suis composé moi-même une expression non verbale qui ressemble littéralement à ça. Et mes enfants comprennent très vite, sans que j'ai à dire le moindre mot, qu'évidemment, il ne faut pas me déranger. Mais de manière plus sérieuse, évidemment, quand on parle de communication non verbale, de quoi est-ce qu'on parle vraiment? On parle de la communication effectuée par tous les moyens, à l'exception des mots. Puis là, on peut évidemment penser à l'apparence physique, hein, la manière dont je suis habillé aujourd'hui. Je ne m'habille pas comme ça tous les dimanches matins. Je me suis habillé comme ça parce que je vous voyais aujourd'hui et que j'étais retransmis même ailleurs. Ma voix, le ton de ma voix, habituellement j'ai une voix beaucoup plus suave que ça. Là j'ai une voix un petit peu enrouée, mais c'est pas grave, je ressemble un peu à Barry White, c'est parfait. Les odeurs, oui, les odeurs communiquent des choses sur nous, mais on parlera pas de ça aujourd'hui, je veux incommoder personne. Et l'environnement immédiat aussi, hein, la manière dont vous arrangez votre bureau, votre maison, votre chambre, en dit long sur vous. Ce serait aussi tout un autre sujet, on n'a pas le temps de parler de ça. On va se concentrer aujourd'hui sur les comportements non verbaux, autrement dit ce qui est vraiment visible et notre manière de se comporter. Alors, le comportement non verbal, qu'est-ce que c'est vraiment? Je vais vous montrer une diapo, la diapo suivante. J'aimerais ça que vous me disiez si vous reconnaissez l'acteur que vous allez voir. Okay, puis je vais vraiment la montrer, puis elle va disparaître. Donc restez concentrés, on y va, vous êtes prêts? Ok, allons-y. Est-ce que vous avez reconnu cet acteur? Oui, c'est qui? Hugh Grant. Ok, est-ce qu'il souriait? Oui, oui, bien sûr, vous diriez. Ok, alors allons-y, remettons-le à l'endroit. Et non, malheureusement, il ne sourit pas. Il ne sourit pas. Et voilà un des biais de la communication non verbale mis en évidence, celui d'accrocher nos croyances en fait à ce qu'on voit. Évidemment, on croit que Hugh Grant est quelqu'un qui sourit tout le temps, donc par défaut, on s'est dit, il sourit. Et puis par ailleurs, on est équipé biologiquement pour repérer le sourire avant même de repérer qui est Hugh Grant, donc avant même de le remettre en place. Autre petit test très rapide, est-ce que vous connaissez ce monsieur-là? On peut l'appeler un monsieur parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que quelqu'un le connaît ici? Oui? Oui, absolument. Il n'a pas été sur la Lune, lui, mais il a été dans l'espace. En fait, c'est le premier chimpanzé qui est allé dans l'espace et qui en est revenu vivant. Parce qu'il y en a eu d'autres qui sont allés dans l'espace, mais ils ont eu des destins plus tragiques. Donc lui est revenu vivant et cette photo a fait en fait la une, ou presque, du Life Magazine en 1961. Et tous ont dit, en feuilletant le Life Magazine, « Mon Dieu, que ce chimpanzé est heureux d'être allé dans l'espace. » Parce que comme vous le voyez, il sourit magnifiquement bien. Évidemment, ici, on est dans le bâtiment aussi qui abrite l'anthropologie. Alors on sait que si on se réfère à la science, et en particulier à cet article qui nous permet de classifier les expressions faciales des chimpanzés à partir de leurs actions musculaires, on sait très bien que ce sourire n'est pas un sourire de satisfaction. Hein, c'est le sourire qu'on appelle le sourire barré, comme ça, qui signifie une peur intense et un souci intense de se soumettre à l'autorité. Alors donc, ce chimpanzé ne souriait pas du tout en fait. Il était terrorisé par ce qu'il venait de vivre. Bon, malgré tout, on a continué la conquête de l'espace, sans doute pour pouvoir continuer en fait notre désir de conquête. Bien, ceci étant dit, le non-verbal, c'est un objet scientifique. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous expliquer ce qu'est la science ici, évidemment, mais néanmoins, on peut quand même remonter les premiers écrits, on va dire, on ne va pas les qualifier, on va insulter personne, surtout pas Aristote. Donc les premiers écrits sur Charles Darwin, qui a écrit un livre qui s'appelle L'expression des émotions chez l'homme et l'animal. Évidemment, on connaît de lui très bien sa théorie de l'évolution, mais on connaît moins bien ce magnifique petit ouvrage qui est en ligne, accessible gratuitement, et dans lequel on peut trouver des passages vraiment croustillants sur ce qu'est la communication non verbale, ou plutôt la description
de la communication non verbale. Regardez celui-ci. Le bruit qui accompagne le rire est produit par une inspiration profonde, suivie d'une contraction courte, saccadée, spasmodique, des muscles thoraciques et surtout du diaphragme. C'est de là que dérive l'expression « rire à se tenir les côtes ». Par suite des secousses imprimées au corps, la tête est agitée d'un côté à l'autre, la mâchoire inférieure tremblote souvent de haut en bas. Ce dernier mouvement se remarque également chez quelques espèces de babouins lorsqu'ils sont sous l'empire d'une vive joie. Donc non seulement on apprend qu'on rit de la même manière qu'un babouin, ce qui est quand même intéressant, mais en plus on est capable de tout à fait imiter, en lisant simplement ce que nous a dit Darwin, on est capable d'imiter ce qu'est un rire. Alors, regardez si je le fais, inspiration profonde, contraction courte, saccadée, spasmodique des muscles thoraciques, et faire ça avec la tête, on va l'essayer. Ok, c'est quand même un rire très convaincant. Bon, c'est un rire, ok, admettons. Donc évidemment, la communication non verbale a été décrite très tôt. La science, une fois encore, je ne fais pas l'insulte de vous dire ce que c'est, les idées, la méthode, la collecte de données, le raisonnement, l'ouverture à la critique et les articles, avant de rejoindre la grande bibliothèque des sciences. La science se caractérise évidemment par un contrôle de ce qu'on écrit et de ce qu'on produit par les pairs. Et c'est bien là la grande différence avec les pseudosciences. Et pourquoi est-ce que je vous parle de pseudosciences quand on parle de communication non verbale? C'est parce que malheureusement, la plupart des gens qui s'intéressent à la communication non verbale vont aller demander au dieu Google, qui est notre dieu de poche, vous le savez, on l'a dans notre poche, on est capable tout à fait de demander à ce dieu Google tout ce qui est possible et inimaginable. Et donc les gens, la plupart du temps, vont s'amuser à dire comment est-ce que je peux m'entraîner à la communication non verbale? Et ils vont tomber sur des sites farfelus, qui sont des sites, entre autres, la synergologie ici, qui est extrêmement présente, qui est une pseudoscience sur laquelle on a écrit il n'y a pas très longtemps. Ils vont tomber aussi sur la PNL, la programmation neurolinguistique. Et je ne vous parlerai pas ici de pseudosciences, que ce n'est pas l'objectif, mais si vous voulez lire sur ce qu'on appelle le business de la communication non verbale, je ne peux que vous recommander ce merveilleux livre de Pascal Lardelier. Et puis ça terminera ici ma considération des pseudosciences, parce qu'il y a bien plus intéressant que ça. 156 550 chercheurs au Canada, 1,2 million de chercheurs aux États-Unis, 5,8 millions de chercheurs dans le monde. C'est quand même beaucoup. L'UNESCO nous dit qu'on produit, toute cette gangue-là, environ 1 million d'articles scientifiques par année. Donc, si on se promène dans cette grande bibliothèque des sciences et qu'on va au rayon communication non verbale, évidemment, on va trouver tout un ensemble d'articles fort intéressants pour notre quotidien. Alors avant de voir en quoi ils sont intéressants, intéressons-nous au vocabulaire de la communication non verbale et en particulier à ce qu'on appelle les canaux de la communication non verbale. Les canaux, c'est, autrement dit, comment est-ce qu'on communique d'un point de vue non verbal? Qu'est-ce qu'on utilise pour communiquer d'un point de vue non verbal? Puis je pourrais vous poser la question et vous auriez plein d'idées là-dessus. Okay? Alors, on va y aller, puis vous allez voir que vous connaissez déjà tout ça. Première manière de communiquer, la proxémie. Évidemment, en science, on a toujours des mots bien compliqués. C'est juste pour dire l'étude de la position et de l'espace qui entoure une personne. Celui qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est un Canadien qui s'appelle Leslie Haydock, qui lui a montré qu'à partir du moment où on va s'approcher d'une personne dans ses 70 cm, dans les 70 cm qui l'entourent, cette personne va ressentir une invasion de cet espace personnel. Et d'ailleurs, on sait aujourd'hui que l'amygdale, cette structure centrale de la peur, va s'activer dès qu'une personne rentre dans ce 70 cm. En dehors, évidemment, de votre conjoint ou de vos enfants. C'est certain que votre amygdale ne va pas s'activer en ce temps-là. En tout cas, je vous le souhaite. Cet espace grandit de 3 à 21 ans, ce qui explique la raison pour laquelle les enfants vont très facilement approcher des autres. Et ce qui explique aussi la raison pour laquelle, si vous avez des enfants qui ont vécu le CPE, on leur apprend au CPE à respecter la bulle des autres au fur et à mesure où ils grandissent. Parce qu'au début, ils ne le font pas, parce qu'ils n'en ont pas le besoin. Okay? Cette bulle, elle a été étudiée aussi dans ce cas très particulier par des scientifiques. Bon, il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la salle, mais il y en a quand même quelques-uns, donc je me sens moins seul, c'est bien. Vous savez, nous les hommes, quand on arrive dans des toilettes publiques et qu'on est dans ce cas très particulier de la toilette 1 est occupée, la toilette 5 est occupée, puis là, on hésite, on se dit, coudon, où va-t-on? Est-ce qu'on va dans le 2, dans le 3 ou dans le 4? Et bah oui, vous n'êtes pas des hommes, mais vous le savez, systématiquement, on va aller dans le 3. Bon, pour quelle raison? Justement, pour respecter cet espace, cette proxémie. Il y a des chercheurs qui se sont amusés dans les années 70 à se demander, mais est-ce que c'est vraiment réel ça? Est-ce que ça a une incidence si jamais on les force à aller dans le 2 ou dans le 4? Et donc, ils ont forcé
par un moyen particulier. Ils ont forcé les hommes à aller dans le 2 ou dans le 4. Et ils ont mesuré, c'est un vrai article scientifique, hein, ils ont mesuré le temps que les gens mettaient avant d'uriner et la durée pendant laquelle ils urinaient. Et ils ont montré effectivement, quand on était dans une distance proche, nous les hommes, on met plus de temps à uriner et on urine moins longtemps. Donc on répond moins à notre besoin. Donc oui, ça nous gêne et c'est pourquoi aujourd'hui, peut-être vous ne le savez pas, mesdames, il y a toujours des dames qui découvrent ça. Regardez, aujourd'hui dans nos toilettes, nous, on a des barrières. Ah ouais, vous ne le saviez pas, hein? Eh bien, je vous encourage à aller dans... vous pouvez y aller là, en sortant, vous verrez, il y a juste 2 urinoirs et il y a une magnifique barrière entre les deux. Dites que c'est pour une question de science. Hein, Donc aujourd'hui, on a tous, la plupart des toilettes qui ont été rénovées ces dernières années, ont toute une barrière pour garantir le confort de la jante masculine et on est très heureux de ça. L'espace personnel, il varie d'une personne à une autre, d'une psychopathologie à l'autre aussi. Hein. Chez un enfant, il va être de 40-50 cm, hein, ça va beaucoup varier, mais en gros, chez un enfant qui a été abusé physiquement, il va atteindre 1m30, 1m40. Chez un enfant TSA, qui souffre du trouble du spectre de l'autisme, il va aller jusqu'à 3 mètres. C'est la raison pour laquelle, dans les garderies, on entend tout le temps les éducatrices se plaindre que non, il agresse tout le temps cet enfant-là. Il est TSA. Et oui, mais quelle garderie a les moyens d'avoir un espace de 3 mètres autour de chaque enfant? Aucune, ou presque. Alors, on est constamment conscient, en fait. Non, on n'est pas conscient. On agit, en fait, de manière inconsciente en fonction de cet espace-là. Même la manière que vous avez eue de vous asseoir aujourd'hui a été dirigée, en fait, par cette conscience-là. Okay. D'ailleurs, si vous voulez un jour, je vais vous donner un truc pratique. Si vous êtes avec votre ami, puis vous avez le goût de prendre un bon lunch sur un parc, sur un banc de parc. Puis ce banc est occupé par une personne. Okay. Comment vous pouvez faire pour prendre sa place? Il y a un moyen très simple. Vous vous approchez tranquillement, sans dire un mot, et vous vous asseyez très près de cette personne. Ça ne va pas prendre 30 secondes, elle va vous regarder, surtout ignorez-la, et là, elle va se lever, puis elle va partir. Et là, vous aurez le banc pour vous. Okay, donc bon, c'est un petit truc d'ingénieur social. Le deuxième canal par lequel on communique, c'est l'haptique, autrement dit le toucher. Hein, pour ça, on a juste à regarder cette petite vidéo, hein, pas besoin de son. Regardez simplement ce que procure le toucher. Oui, hein, c'est fabuleux. Rien que le toucher. Quand donc a-t-on perdu cette faculté de jouissance quand on se fait toucher, dans la sphère publique, je parle. Okay. Eh bien, en fait, la peau, 1,8 m² en général chez la plupart des gens, hein, certains plus que d'autres, hein, comme le monsieur qui est en bas. 16% de notre poids, c'est l'organe le plus volumineux en fait, de notre corps. Hein. Et ce qui est amusant, c'est que malheureusement, le toucher est de plus en plus découragé dans nos sociétés. Ce n'est pas ici, sur notre lieu de travail, que évidemment vous allez dire le contraire. Et d'ailleurs, Tiffany Field, qui est la directrice du Touch Research Institute, nous dit que dans nos sociétés, on souffre de ce qu'on appelle le touch hunger. Autrement dit, on est affamé de toucher. C'est pourquoi, parfois, il y a des gens qui vous offrent des câlins gratuits dans la rue. Hein, vous avez peut-être déjà vécu ça. Moi, ça m'est arrivé, je me promenais au centre des sciences avec mes enfants, puis tout d'un coup, il y a une personne qui était là, qui offrait des câlins gratuits, c'était clairement indiqué, hein, je ne me suis pas jeté sur elle comme ça. Et là, donc oui, et quand j'ai vu que c'était marqué câlin gratuit, je me suis jeté sur elle. Vous auriez dû voir la face de mes enfants. Mais papa, qu'est-ce que tu fais? Tu la connais même pas? Oui, je sais, mais ça fait du bien pareil. Et le toucher influence les actions altruistes d'une personne. Est-ce que vous le saviez, ça? Il y a un chercheur qui s'appelle Nicolas Guéguen, qui est un chercheur français, qui lui s'est amusé à faire une expérience très simple parmi d'autres. Il a pris un arrêt d'autobus comme celui-ci, et ils étaient 2, donc lui et un complice. Le complice arrive, demande son chemin aux personnes qui sont là, et une fois sur 2, il effleure la main de la personne qui lui montre le chemin. Il effleure la main, okay, une fois sur 2. Ensuite, le deuxième complice arrive, il se place à l'arrêt d'autobus, il laisse tomber son sac, ses choses s'éparpillent par terre, et il regarde, il compte, est-ce que les gens qui ont été touchés vont plus aider que les autres? Et il montre que, c'est un vrai article scientifique, quand il n'y a pas de toucher, les personnes aident 6 fois sur 10, quand il y a un toucher, ils aident 9 fois sur 10. Un simple effleurement. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi l'effet Midas.
Il est bien connu chez les serveurs et les serveuses dans les bars. Parce qu'en fait, il a été montré que quand on effleure la main du client quand on rend la monnaie, alors il va être plus généreux sur son type. Ouais. Ça aussi, c'est un vrai article scientifique. Bah, ça ne veut pas dire qu'il faut effleurer la main de tout le monde non plus, hein, donc méfiez-vous. La troisième famille de canaux du non-verbal, c'est ce qu'on appelle la kinésique. Bah, c'est un bien grand mot pour dire le mouvement, la posture, la démarche, les mains. Okay, donc allons-y. Ici, la posture, évidemment, notre posture est parlante, hein. Je suis certain que très rapidement, vous êtes capable d'associer quelle posture va avec quelle émotion. Okay, si on prend la toute première à gauche, est-ce que selon vous, c'est de la peur, de la colère, de la joie ou de la tristesse? Oui, c'est de la colère, bien sûr. Okay, celle complètement à droite? La tristesse, oui, c'est très facile. Okay, donc effectivement, la posture parle, là elles sont stéréotypées, hein, mais la posture parle de nos émotions. Cette posture-ci, vous l'avez tous reconnue, c'est Denis Coderre, évidemment, et c'est une photo qui a été prise par un journaliste de la presse pendant l'invasion de l'hôtel de ville. Vous vous souvenez peut-être, hein, les pompiers avaient envahi l'hôtel de ville pour protester contre leurs conditions de retraite. Et cette photo avait été prise et avait très justement été soulignée par le journaliste de la presse. Et cette posture est très connue dans le domaine de la communication non verbale. C'est ce qu'on appelle la posture Akimbo. Regardez, elle est ici. Elle a été mise en évidence par un certain Albert Mehrabian, qui a montré que cette posture est systématique quand on essaye d'imposer sa dominance sur des personnes qu'on estime comme étant dominées par rapport à nous. Okay, c'est ce qu'essayent de faire aussi les enfants. Vous savez, les enfants, quand ils viennent vous demander « Papa, maman, on est allé chercher des bonbons d'Halloween. Je trouve qu'on ne les mange pas souvent. J'aimerais ça en manger un aujourd'hui. » Et là, ils essayent d'imposer leur point de vue sur ce que vous allez leur répondre. Okay, puis ils l'appuient par cette posture Akimbo. Évidemment, cette posture Akimbo serait plus efficace si elle venait de quelqu'un d'un peu plus imposant, comme ici. Là, au moins, le message est bien clair. Okay, mais regardez, voilà une posture typique Akimbo. Hein, quand vous vous chicanez avec quelqu'un, vous serez attentif. Quand vous vous chicanez avec quelqu'un, qu'est-ce qui se passe très souvent? C'est qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui va mettre ses mains de cette manière-là. Ça veut dire que l'argumentaire arrive à sa fin. Ça veut dire que si jamais vous n'acceptez pas ce point-ci, eh ben, c'en est fait de vous et de cette relation. Méfiez-vous de ça. À ne pas confondre avec cette autre posture, qui est quoi? Oui, hein, vous voyez comme ça peut être très différent par une simple différence de levée de tête. Ici, j'impose ce que je veux, et ici, je suis fier. Okay, on la connaît bien, cette position aussi. Elle est typique, elle est prototypique, cette position de fierté. Bien, donc vous voyez que la posture nous en dit long. La démarche maintenant. Croyez-vous que vous êtes capable d'identifier l'émotion de quelqu'un à partir de sa démarche? Oui, peut-être, vous n'êtes pas sûr. Ok, regardons. Regardons la première démarche en haut. Ok, on va la qualifier de normale. Parfait, on va la revoir une fois. Très bien. Regardons la deuxième maintenant. Comment est-elle à votre avis? Quelle valence émotionnelle? Plus triste, oui, tout à fait, bien sûr. Si on considère que la première c'est de la joie, la deuxième on peut considérer que c'est de la tristesse. Ok, regardons la troisième maintenant. Oui, absolument, de la colère, hein. C'est très facile d'identifier à partir de la démarche l'émotion de quelqu'un. D'ailleurs, à ce fameux enfant qui vous a dit « il faut vraiment que je mange des gâteaux, des bonbons d'Halloween », et si vous lui dites non, comment va-t-il retourner dans sa chambre, croyez-vous? De cette manière, parce que les enfants exagèrent beaucoup leur non-verbal, hein, pour nous faire passer des messages. Si jamais c'est trop subtil, on ne comprend pas, c'est certain. Donc, et ça, on le sait en fait depuis les années 80. On sait depuis les années 80 que la démarche porte des messages liés aux émotions. La colère se caractériserait par une démarche plus lourde, la tristesse par un moindre balancement des bras, la joie se caractériserait par un pas plus rapide, mais attention, ce n'est pas parce que quelqu'un marche rapidement qu'il est tout le temps joyeux. Il faut vraiment faire attention à ça. Ce ne sont pas des déterminants universels. Okay, ce n'est pas parce que quelqu'un ne balance pas ses bras quand il marche qu'il est nécessairement triste. Heureusement, non. En fait, vous ne pouvez utiliser ces signaux-là qu'avec des personnes que vous connaissez bien, dont vous connaissez le niveau de base. Moi, par exemple, je le fais avec ma femme. Ma femme, on a une chambre à l'étage. Je sais, dès qu'elle se lève, au simple bruit de ses pas, dans quel état émotionnel elle est.
Et donc, je sais comment je dois me préparer aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Par ailleurs, hein, vous savez qu'il y a beaucoup d'éléments de contexte ou d'éléments propres à chacun qui vont influencer votre démarche. Les femmes, par exemple, vous n'avez pas la même démarche selon votre cycle menstruel, la période de votre cycle. Hein, je ne sais pas si vous le saviez, ça, mais vous avez tendance à balancer plus vos hanches lorsque vous êtes dans le cycle propice à la reproduction. Hein, c'est quand même intéressant à savoir. Ben, en tout cas, pour certains. Les actions des mains maintenant. Les actions des mains, elles ont été codifiées, elles ont été classifiées depuis les années 70 par un certain Paul Ekman et Wallace Friesen. Dans les années 70, effectivement. Donc il y a plusieurs types de mouvements de main. Ces premiers, vous les connaissez tous, on les emploie tous. On appelle ça des emblèmes. Les emblèmes, hein, c'est des gestes qui ont des significations en eux-mêmes, qui peuvent être traduites de manière orale. Hein, par exemple, si je vous fais ça, vous allez tous comprendre que c'est super. Okay, si je fais ça, vous allez comprendre que ce n'est pas bien. Si je vous fais... Non, je ne vous ferai pas de geste d'insulte, mais vous allez vite comprendre que c'est négatif, et ainsi de suite. Donc, il y a plein de gestes comme ça qui sont des emblèmes. Les emblèmes sont très bien compris à l'intérieur d'un même groupe culturel. Okay, si je vous fais ça, vous allez comprendre en Amérique qu'il s'agit d'un hockey. Okay, c'est OK. Hein, d'ailleurs, c'est ce qu'on apprend quand on fait de la plongée sous-marine. D'accord ? Par contre, si je fais ça en Asie, ce n'est pas compris comme étant un hockey. Ça, pour certains peuples d'Asie, c'est un orifice. Et je vous passe le type d'orifice. Okay, et évidemment, si vous êtes dans un restaurant en Asie et qui vous demande « Est-ce que c'est bon ?» Et là, vous faites bah, vous comprenez les quiproquos que ça peut créer. Donc, méfiez-vous de ces emblèmes, à tel point qu'il y a des chercheurs, qui ont créé des dictionnaires d'emblèmes. Donc, il y a des articles scientifiques dans lesquels on trouve des dictionnaires qui sont culture spécifiques et d'autres qui sont transculturels, qu'on peut utiliser quelle que soit la culture. Ça vaut la peine de jeter un œil quand on voyage dans des pays étrangers. Ceci, ce que je fais depuis le début, hein, ça, c'est ce qu'on appelle des illustrateurs. Les illustrateurs, c'est des gestes qu'on emploie qui sont cohérents avec ce qu'on dit. Hein. Et en fait, celui qui écoute, vous retirez très peu de ces gestes-là. Ça ne sert à rien de regarder juste mes gestes, vous ne retirez pas plus que ce que je vous dis. Et ces gestes-là, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais quand vous êtes au téléphone, vous les utilisez. Pour quelle raison? Hein, ça sert à rien. Ben si, en fait. On sait que ces gestes servent à augmenter votre fluidité verbale. Hein, vous avez juste à essayer de donner une conférence ou assister ou parler à quelqu'un en ayant les mains dans le dos. Vous allez voir que vous allez très vite chercher vos mots. Donc ça servirait à la fluidité verbale. Regardez là, si on s'amuse à ne pas mettre de son, mais simplement regarder les gestes de cette personne au téléphone, allons-y, ben, on peut voir dans quel état émotif il est, très rapidement. Okay, et on ne voit pas son visage, on voit juste évidemment ses mouvements. Parfait. Les autres types de mouvements des mains qui font couler beaucoup d'encre chez les pseudo-scientifiques, c'est ce qu'on appelle les adaptateurs. Les adaptateurs, c'est ces mouvements qu'on fait sur soi, hein, quand on se gratte ici, quand on se gratte là, quand on joue avec un stylo ou peu importe. C'est ce qu'on appelle les adaptateurs. Ils semblent porter des messages en lien avec notre état émotif. Et en fait, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur les adaptateurs. Et pour l'instant, la seule chose qu'on sait, malgré l'ensemble de ces travaux, c'est qu'ils sont influencés par une multitude de facteurs et dans certaines circonstances pourraient indiquer une émotion négative. Donc, ils sont très contextuels. Hein. Alors attention, il est impossible d'attribuer une fonction précise à un type d'adaptateur. Donc, si vous voyez des gens, à la télé ou peu importe, qui vous disent « Oh, quand tu te grattes du côté gauche du nez, ça signifie que tu penses à ta mère » ou « Quand tu te grattes l'oreille droite, ça signifie que tu penses au futur », non. En tout cas, la science ne l'a pas dit. Donc, je serais curieux de savoir de quelle connaissance, de quelle source il tire ses connaissances. Maintenant, le plus intéressant, c'est les expressions faciales. Les expressions faciales, on les emploie et on les comprend constamment. Okay, constamment, on interagit avec nos expressions faciales. Celui qui nous a aidé à les étudier d'un point de vue scientifique, c'est un certain Paul Ekman. Hein, si vous avez vu une émission qui s'appelle Lie to Me, qui est une série qui est vraiment fabuleuse, Paul Ekman était conseiller sur cette série. Et il a écrit après chaque épisode de cette série ce qui est scientifiquement valide de ce qui ne l'est pas.
Bon, ce serait une autre conférence. Mais bref, il a inventé le système qui nous a permis de quantifier les expressions faciales et donc de les relier à des types d'émotions particuliers. Ce système, il s'appelle le Facial Action Coding System. Je vous en montre juste un exemple. Il s'est amusé en fait à identifier chacun des muscles du visage et à ensuite étudier la combinaison de ces muscles-là. Regardez le muscle AU7 qui est en haut. Simplement ici, vous pouvez vous amuser à essayer de le faire. Quand vous essayez de fermer, de juste contracter le muscle que vous avez sous les yeux, ça c'est l'AU7. L'AU9, unité d'action 9, le nez comme ça. Ouais, il y en a certains qui sont plus difficiles que d'autres à faire. L'AU10, c'est remonter vos babines comme ça. Oui, vous êtes bonne, vous faites bien. L'AU12, c'est facile, c'est le sourire, mais faites-le juste le sourire. OK, parfait. Et l'AU15, regardez en bas, on pousse vers le bas. Nos lèvres vers le bas. Ouais, absolument, ouais, il y en a qui sont bons, parfait. Mais on le fait tous de manière naturelle, évidemment. On n'a pas besoin de penser à faire un AU2, AU7, AU9. Regardez, ici, vous m'avez coupé le son, je vais devoir le remettre un petit peu, le son. Ça va peut-être grésiller en ligne, bon, désolé. Ou pas, on va voir. Ah non, on n'a pas de son. Bon. Bref, je vais raconter ce qui se fait du coup. Donc c'est la dame qui demande, est-ce que vous avez vu où est la tour Eiffel? Et le monsieur dit, la tour Eiffel, je ne suis pas sûr. Puis il a dit, je le vois, il est dans son pantalon. Et là, évidemment, je vous le montre pour quelle raison? Je vous le montre parce que on a une magnifique illustration de ce qu'est une expression de... Quelle expression? La surprise. Absolument. La surprise. Et on voit d'ailleurs qu'il y a des différences d'expression. Vous voyez que la femme ici a une expression de surprise qui est vraiment extrême. L'homme, lui, est plus mesuré. Évidemment, on parle de son pantalon, donc il sait ce qu'il y a dedans. Mais si on s'amuse donc à comprendre en fonction du Facial Action Coding System cette expression, là, on voit que l'expression de surprise, donc AU1, AU2, donc on monte les sourcils intérieurs AU1, on monte les sourcils extérieurs AU2, on ouvre grand les yeux AU5, on ouvre la bouche AU25 et on laisse tomber notre mâchoire AU26. Donc si on s'amuse à le faire, ça fait... OK, mais vous avez juste à penser quelque chose qui vous surprend. Puis... Et donc vous comprenez comment, en utilisant la combinaison de ces unités d'action, on est capable d'identifier avec précision et de mesurer les différentes émotions. Alors justement, ces différentes émotions, voilà la surprise, vous les avez ici, la joie, qui se caractérise par l'AU12, ce fameux sourire. Différence entre la vraie joie puis la fausse joie, ce qu'on appelle le sourire de Duchenne, c'est de contracter ici vos muscles. La vraie joie, c'est ça. Ici, quand on va contracter ce muscle qui fait qu'on va avoir des petites pattes doigts là, c'est à ça que vous reconnaissez la vraie joie de la fausse joie. Vous pouvez vous amuser quand vous croisez les gens dans le couloir. Vous croisez les gens, vous leur souriez, puis regardez les sourires, regardez ici. Regardez juste s'ils sont vraiment heureux de vous voir. Mais là, je ne veux pas créer de conflit de travail. Je ne veux pas créer de conflit de travail. Il est possible qu'il ne vous ait pas reconnu. Il est possible qu'il soit encore endormi, etc. Donc la joie, se reconnaît bien. La tristesse, évidemment, je vous les montre non pas pour que vous les reteniez, mais pour insister sur des points très particuliers. La tristesse, c'est quand même important de savoir qu'il y a une caractéristique très facile à reconnaître. La tristesse se caractérise entre autres par les muscles du visage en haut, où il faut faire un AU4, froncement de sourcils, et en même temps, on lève les sourcils intérieurs. Donc c'est très difficile à faire si on n'est pas triste pour de vrai, mais ça donne une ligne de sourcils qui est très caractéristique. Pourquoi je vous le dis? Parce que quand quelqu'un vient vous chicaner dans un bureau, ou vient râler auprès de vous, eh bien, une chose que vous devez repérer, c'est absolument sa ligne de sourcils. Parce que quand elle est en colère, elle fait ça. Donc la ligne de sourcil est vraiment vers le bas. Quand elle est triste, ça fait comme ça. Et vous allez voir, vous allez être surpris à quel point la plupart des gens qui râlent ne râlent pas parce qu'ils sont en colère, mais parce qu'ils sont tristes. Et ça, c'est une manière très différente de répondre aux gens. Les gens, quand ils sont tristes, la seule chose qu'ils veulent, c'est un soutien social. Quand ils sont en colère, la seule chose qu'ils veulent, c'est retirer un obstacle. C'est très différent dans la manière de répondre. En tout cas, vous regarderez ça. La colère, justement, la voici. C'est typique, on le fait souvent avec des enfants. On mime la colère. Quand ils font quelque chose pour lequel on n'est pas d'accord. Moi, je le fais des fois avec mes étudiants dans un amphi. Je fais ça. Puis là, ils comprennent tout de suite. Puis s'ils ne comprennent pas, j'y ajoute les yeux.
Puis des fois, je ferme la bouche. Puis après, ça devient ridicule, donc j'arrête. Le dégoût, quand vous invitez quelqu'un à manger des huîtres chez vous, par exemple, vous dites tiens, je t'invite à manger des huîtres. Si vous voyez tout d'un coup sur son visage une expression très passagère qui fait comme ça, très passagère, ce qu'on appelle une micro-expression, qui est caractérisée par justement ce fameux AU9 et AU10, ici, vous comprenez que ça ne va pas du tout lui faire plaisir de venir manger des huîtres chez vous. Mais peut-être parce qu'il est poli ou qu'elle est polie, elle ne vous le dira pas. Bon, mais ça vaut la peine. La peur aussi se caractérise par un mouvement de retrait, puis ces différentes unités d'action, vous les voyez ici en bas. Donc tout ça pour vous dire que les expressions faciales sont extrêmement bien connues et on les utilise, en fait, c'est sans doute le plus grand nombre de publications qu'on a aujourd'hui dans la science parlent des expressions faciales. Et d'ailleurs, elles sont utilisées aussi dans le domaine de l'animation. Vous savez que le fax est quelque chose qui est utilisé dans le domaine de l'animation chez Pixar, chez Disney. C'est la même chose maintenant d'ailleurs. Regardez le lapin ici. Dans quel état est-il? Quelle émotion montre-t-il? De la peur, de la surprise, de la peur, effectivement, un mélange. Le renard ici, il est fier? Il n'a pas assez levé. Ça, c'est typique, je ne vous l'ai pas montré encore, c'est typique du mépris. Le mépris, c'est quoi? C'est dissymétrique. Regardez comme il relève le côté droit. Je sais, vous ne pensiez pas qu'on allait parler des renards, mais le côté droit de sa bouche. Quelqu'un qui vous méprise, c'est-à-dire qui se sent supérieur à vous, il va être comme ça. Ouais. Ok, oui, c'est intéressant ce que tu me dis. Mais dans le fond, ça ne m'intéresse pas pantoute. En fait, j'ai un peu peur de vous donner une vision augmentée de la réalité, là. Donc, venez pas vous plaindre à moi après, d'accord? Celle-là, vous la connaissez aussi. Bon, ça, j'ai pas de son, mais c'est pas grave. Rien que son expression faciale va suffire. Regardez, peur intense. Et joie intense. Encore une fois. Sa mère est en train de se moucher, en fait. C'est vrai. Et joie intense. Alors, ce qui est amusant, c'est que cette vidéo, elle a fait le tour d'Internet, littéralement. Si vous avez un abonnement, si vous êtes sur Facebook ou peu importe, vous l'avez forcément vu, ça a été vu par des millions et des millions de personnes. Pourtant, il ne se passe rien d'autre que ça. Mais évidemment, c'est fascinant, parce que c'est très rare de voir en même temps de la peur et de la joie chez un enfant aussi jeune qui ne peut pas mentir, en fait. Donc, vous le voyez. Bon. On pourrait presque appeler la DPJ si ça durait plus longtemps. Donc, vous l'avez compris, on est constamment en train d'interpréter les canaux du non-verbal et on est constamment en train d'en envoyer des informations non-verbales. Okay? Donc, moi, j'ai créé un petit acronyme pour vous qui s'appelle A pour adaptateur, emblème, illustrateur, D pour démarche, A pour allure, posture, P proximité, distance, T toucher, E expression faciale, R regard. Je ne vais pas parler des regards parce qu'on n'a pas le temps. Mais regardez, ça fait adapter. Donc moi, je vous suggère d'adapter votre vision du monde à partir d'aujourd'hui. Alors évidemment, c'est très difficile à faire de regarder tous les canaux en même temps. Mais amusez-vous, franchement. Amusez-vous dès aujourd'hui à porter votre attention sur certains de ces canaux quand vous le voulez. La proximité, par exemple, les expressions faciales. Portez vraiment attention parce que la bonne nouvelle, c'est que on est tous équipés pour lire les signaux non verbaux. On n'a pas besoin de suivre des formations. Aucunement. On les utilise depuis toujours, ça fait partie de notre équipement biologique. La seule chose, c'est qu'on le fait de manière inconsciente. Et parfois, comme on le fait de manière inconsciente, on a des réactions automatiques qui sont liées à ça. Si on le portait à notre conscience, on serait capable de choisir dans quelle émotion on veut envoyer. Donc amusez-vous à le faire. Maintenant que vous le savez, adaptez votre vision du monde, littéralement. Bon, d'ailleurs, prenons conscience du pouvoir que nous avons à lire le non-verbal des autres. Okay? Regardez ici. Ici, voilà. Ça, c'est un indicateur de quoi? Il est choqué, il est fâché, c'est de la colère. Ok, c'est facile, vous l'avez bien vu. C'est une pleine expression de colère. Donc là, on voit un visage, une expression faciale, très facile à décoder, effectivement, c'est de la colère. Faisons un peu plus compliqué. Regardons des yeux, un regard. Et j'aimerais ça que dans votre tête, vous décidiez quel est l'adjectif qui va avec ce regard. Blagueur, insistant, amusé ou détendu. Je vais vous donner la réponse tout de suite. C'est bon, vous avez fait votre idée? Allons-y.
Regardons. Insistant. Oui, simplement avec une fraction de visage de quelqu'un. Un regard, même pas HD, hein. C'est même pas VHS, ça je suis sûr. Okay, 640 par 480 en termes de définition. Continuons, parce que ça peut être du hasard, ou je peux vous avoir manipulé. Hein, ça peut être un tour de magie. Faisons un autre visage. Regardons un autre regard. Prudent, insistant, s'ennuyant ou effondré. Okay, faites-vous votre idée dans votre tête. Ok, parfait. Regardons. Prudent. Ok, continuons. Encore un. Contemplatif, angoissé, encourageant ou amusé. Ok, regardons. Ouais, ça fait, ouais, parfait. Encore un, quatrième. Terrifié, bouleversé, arrogant ou agacé. C'est bon? Allons-y. Ok, puis un dernier pour la route. Dubitatif, affectueux, joueur ou effondré. Faites-vous votre idée. C'est bon? Ok, on y va. Dubitatif, donc plein de doutes. Vous voyez comme c'est intéressant, hein? On est tout à fait capable d'attribuer des états mentaux à des regards, hein. Ça, c'est tiré d'un test qui s'appelle le Reading the Mind in the Eyes Test, qui est utilisé, entre autres, pour dépister les problèmes d'autisme. Okay, parce qu'évidemment, eux ont beaucoup de difficultés à attribuer des états mentaux à des informations non verbales. Bon, vous avez passé le test. C'est bien. Continuons. Avec laquelle de ces deux femmes aimeriez-vous passer une soirée? Faites-vous une idée, vite. A ou B? Qui dit A? Qui dit B? Ok, beaucoup plus de B. Beaucoup plus de B, évidemment. Pour quelle raison? À cause de ses pupilles. Regardez comme elles sont dilatées, les pupilles de la B. Hein, parce que c'est quasiment la même femme, hein, soit dit en passant. Donc elles sont dilatées. La dilatation de la pupille est un signe d'intérêt. Et vous n'avez pas besoin de l'apprendre, puisque vous le savez. Vous avez choisi de passer la soirée avec elle. Hein? C'est aussi un signe d'attraction sexuelle, messieurs, juste que vous le sachiez. Donc effectivement, la B. Regardons encore. Regardez ici, je vais vous montrer une vidéo, et j'aimerais ça que vous essayiez d'identifier lequel de ces deux joueurs qui est à la pause, c'est des joueurs de tennis, est en train de gagner. Ok, vous êtes prêts? On y va. Faites-vous votre idée, hein, et enlevez tout ce qui est interprétation, juste votre intuition. Ok. Qui dit celui de gauche? Qui dit celui de droite? Oh, grosse majorité pour celui de droite. Et vous avez tout à fait raison, en fait. Hein, regardez, Tsonga est en train de perdre, donc qui est à gauche, est en train de perdre dans le 4e set. Vous vous rendez compte du pouvoir que vous avez? Bon, la science le sait. Hein. Ça, on est capable de le faire en 500 millisecondes, ce que je viens de vous faire faire. Les chercheurs ont montré qu'on est capable de le faire, attention, au-delà du hasard, hein, pas avec 100% de réussite, au-delà du hasard. On se base sur la posture, le visage des joueurs. 500 millisecondes, juste pour vous dire, regardez ce que c'est ça. Bing. Ça veut dire que quand on arrive en retard à un match de hockey et qu'on est à la pause, le simple fait de regarder la télévision, on sait déjà qui est en train de gagner ou de perdre. Hein? On a l'intuition de ça. Et ça nous met de bonne ou de mauvaise humeur. C'est là qu'on décide d'aller prendre une bière ou pas. Qui est le chef sur cette photo? Qui dit celle de gauche, à votre gauche? Qui dit celle de droite? Ben, coudon, vous jugez bien rapidement les gens. Franchement. Évidemment, c'est celle de droite. Hein, vous voyez comme vous le savez, vous voyez comme vous avez des indicateurs non-verbaux qui sont ancrés en vous. C'est celle de droite, en fait. On est capable de le juger avec une bonne précision 7 fois sur 10. Et les sciences du non-verbal ont décrypté quel était le comportement que vous jugiez. Ce comportement, c'est chez les femmes, la tête orientée vers le bas. Et chez les hommes, ce serait le corps légèrement avancé vers l'avant. Et vous êtes capable de le saisir en une fraction de seconde. On a donc, ça c'est ce qu'on appelle en science les thin slices of behavior, l'étude des fines tranches de comportement. C'est tout un champ d'études dans le domaine du non-verbal qui est vraiment fascinant. On est capable de prédire la satisfaction au travail et le bien-être d'un enseignant en regardant une vidéo de 60 secondes de comment il enseigne 6 à 8 ans avant. 6 à 8 ans avant. On est capable aussi de juger de l'intérêt romantique d'une personne. Hein, c'est pour ça que quand vous allez cruiser, je ne sais pas si vous le faites encore ou si vous le faites, vous emmenez toujours quelqu'un avec vous. Hein, surtout les femmes d'ailleurs. Parce que vous voulez savoir, qu'est-ce que tu penses que... Ben, et vous avez raison, on est capable de le faire en 10 secondes, de juger de l'intérêt romantique d'une personne face à une autre. On est capable de juger de la tendance altruiste, on est capable de juger de la personnalité, de l'orientation sexuelle d'une personne. Hein. Ça vous est tous arrivé de rencontrer quelqu'un pour la première fois et de vous dire, il est gay, je pense.
il est gay. Et vous avez raison, c'est ça le pire. Okay, on a vraiment un vrai pouvoir de faire tout ça. Ça nous fait penser à lui, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, qui est le personnage le plus joué à la télévision et dans les médias. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est le personnage le plus adoré du public médiatique. Pourquoi ? Parce que justement, il utilise cette excellent sens de l'observation et de la déduction et qui prend tout ça dans de la science qui crée même. Bon, il se drogue aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Mais vous voyez que Sherlock Holmes, il a été repris de manière contemporaine beaucoup ces derniers temps. Alors évidemment, on pourrait dire, eh bien Sherlock, nous pouvons dire que la rencontre avec cet employé aura été brève. Donc si Sherlock Holmes vivait aujourd'hui, avec les fameuses connaissances sur les fines tranches de comportement, bien lui répondrait oh, brève mais suffisante, mon cher Watson. Notre suspect est clairement intelligent, manipulateur, d'un haut niveau socio-économique, plutôt intéressé par les hommes et très extraverti. Cela me donne une idée pour en savoir plus parce que la science a montré qu'on était capable d'avoir cette intuition sur ces caractéristiques-là. Et moi, je vous dis attention quand même parce que les études scientifiques montrent qu'on est capable d'avoir cette intuition, mais qu'on peut aussi se tromper. Hein, ce n'est pas du 100%. N'allez pas croire que votre jugement immédiat, votre première impression, elle est 100% valide. Donc, faites confiance à votre intuition, mais questionnez-la toujours. Ça va, vous allez voir, ça va surprendre les gens. Ça veut dire que la prochaine fois que vous voyez des gens, et vous avez une intuition, dites-leur. Genre, ah, tu as changé ta coupe de cheveux. Vous allez voir que ça va augmenter leur sentiment d'empathie. Donc, ce pouvoir que nous avons à lire le non-verbal des autres, je pense qu'on peut facilement dire que c'est un super pouvoir. Ah, vous ne le voyez pas à l'écran, mais moi, j'ai un magnifique Superman en arrière. Bon, donc je vous le décris avec sa cape flottante. Okay. Donc c'est un super pouvoir qu'on a. Alors, hein, je vous dis rien. On ne va pas avoir de son, mais c'est une jeune fille qui parle en fait de son père qui est décédé. Alors je vous demande juste de regarder attentivement cette image. Ok, cette vidéo. Ça dure pas longtemps. Bien. Alors évidemment, je ne vous ai pas montré cette vidéo juste pour vous pourrir le reste de l'après-midi. Hein. Mais s'il y avait eu le son, ça aurait été encore plus dramatique. Mais pendant que vous regardiez cette vidéo, moi, je vous ai regardé. Et j'ai vu certains d'entre vous réagir de manière complètement mimétique avec cette jeune fille. Pourquoi ? Parce qu'on est équipé pour faire ça. On est équipé pour être atteint par contagion émotionnelle, par ce qu'on voit sur le visage des autres. C'est ce qu'on appelle effectivement la contagion émotionnelle. C'est un mécanisme adaptatif qui nous sert en fait à rentrer en convergence émotionnelle avec quelqu'un, mais qui peut aussi nous desservir. Alors, la contagion émotionnelle, je vous donne la définition classique, c'est la tendance à mimer et synchroniser les expressions faciales, vocalisation, posture et mouvement avec ceux d'une autre personne, ce mimétisme et cette synchronisation ayant pour conséquence la convergence émotionnelle. Regardez ici, c'est une jeune fille qui goûte un citron. Regardez la face des autres. Attendez, elle va le goûter, allons-y. Elle a une expression faciale de dégoût et de surprise. Regardez les autres. Est-ce que vous croyez qu'ils le font exprès pour avoir l'air intéressant ? Non. Pourquoi le font-ils de manière automatique ? Pour partager, ressentir, rentrer en convergence émotionnelle avec la personne qui a goûté ce citron, parce qu'il y a juste une tranche de citron. Okay. Donc vous avez compris que les émotions sont contagieuses et qu'elles passent par le non-verbal. Comment croyez-vous dans votre vie de tous les jours que ça s'opérationnalise ou que ça s'actualise ? Comment croyez-vous que ça se traduit dans votre vie de tous les jours ? Par différentes manières. D'abord, ça augmente votre précision à juger les émotions des autres, ce qui est vraiment un effet bénéfique, positif. Par contre, ça augmente aussi votre réactivité émotionnelle. Là, si j'avais le son, je partirais... je peux quand même le partir. Regardez.
il pleure, vous entendriez un bébé pleurer, et je sais que les personnes qui sont très vulnérables à la contagion émotionnelle auraient beaucoup de mal à écouter ce que je dis si jamais il y avait le son. Là, je vous épargne, vous êtes chanceux. Okay, parce qu'évidemment, ça vous rend beaucoup plus réactif émotionnellement. Vous allez avoir tendance à focuser votre attention sélective sur les émotions des autres. Et ça a un effet adverse. Quand on est en contact avec d'autres personnes, ça augmente votre risque de détresse empathique et donc d'épuisement émotionnel. Et il faut en avoir conscience. Et peut-être certains d'entre vous, je vous le dis parce qu'on est dans un milieu social, on rencontre des gens, vous rencontrez des personnes pour lesquelles vous êtes en soutien très souvent, et donc peut-être vous avez déjà mis en place certaines stratégies. La stratégie de dissociation cognitive ou la stratégie de coupure émotionnelle. Ça arrive souvent dans les couples, tristement en fait. Ça consiste à dire « Ok, moi, ça ne me regarde pas ce que l'autre vit en termes d'émotion. » Et vous savez, ceux qui font très bien ça, les médecins. Les médecins ont mis en place ça. Parce que quand on doit annoncer un diagnostic de cancer 6 fois par semaine, c'est quand même plus facile de s'extraire de la situation émotionnelle que d'avoir à gérer cette émotion. Okay, donc on les comprend. Mais ce n'est pas toujours bien vécu par les patients ou par les gens avec lesquels vous êtes en interaction. Et je ne parle même pas des couples. Okay. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour prévenir cette contagion émotionnelle? C'est très simple. La première chose à faire, c'est de reconnaître et prendre conscience du message émotionnel qui nous est envoyé en faisant juste une chose, en adaptant notre vision du monde et en portant à notre conscience dans quel état émotionnel les gens viennent à nous. Okay, vous pouvez vous exercer avec vos enfants si vous en avez. Vous verrez, ça marche super bien. Moi, j'ai une grande fille adolescente de 14 ans. Si elle me dit « ça va bien », quand elle rentre de l'école, mais que je regarde bien attentivement sa face, je suis capable de voir bien plus de choses que ce qu'elle me dit. Une fois que vous avez reconnu et pris conscience de l'état émotionnel de la personne, c'est important d'être capable de prendre une distance intérieure. Ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans ça. Okay, il ne faut pas dire « j'arrive, j'arrive, j'arrive ». Je plonge avec toi dans ton émotion. Parce que plonger dans l'émotion, ça veut dire se retrouver dans le même trou que l'autre. Donc on peut le faire quand c'est de la joie, c'est parfait, mais quand c'est de la tristesse, quand c'est de la colère, ça peut nous amener loin. Donc en prenant une distance intérieure, qui parfois doit être physique, littéralement, on est capable de rationaliser ce qu'on voit, de comprendre ce qu'on vit et d'apporter une réponse satisfaisante à l'autre. Et enfin, la dernière chose qu'on peut faire, c'est de refléter la situation à l'autre avec bienveillance, en essayant de relier émotion et besoin. Et évidemment, c'est la chose la plus difficile à faire. Moi, je suis en psychoéducation, c'est ce qu'on essaye d'apprendre à nos intervenants. Alors, la dernière partie de ma présentation, c'est sur le pouvoir du savoir-être non-verbal. Parce qu'on a tous ce savoir-être non-verbal. Le savoir-être non-verbal, c'est d'abord utiliser la contagion émotionnelle à son avantage. Comment est-ce qu'on fait ça? De cette manière-là. Regardez. Une fois encore, on n'a pas de son, mais ce n'est pas grave, les images suffisent. Regardez ce qui va se passer. Il est pris d'un fou rire, et évidemment, l'autre est crampé à côté, parce que les émotions sont contagieuses. Donc, si vous avez une émotion positive, elle va être contagieuse de la même manière qu'une émotion négative. OK. On s'est amusé, nous, pour bien comprendre cet effet de contagion émotionnelle et comprendre la manière dont les leaders utilisent la contagion émotionnelle. On ne parle pas ici de Donald Trump, encore qu'il l'utilise à sa manière, soit dit en passant. On s'est amusé à codifier en fait les expressions faciales de François Hollande au moment des attentats de Paris. Et pour ça, on a codifié ces expressions faciales avant, donc dans ses vœux aux Français, l'année où il y a eu les attentats, donc avant l'attentat, le jour de l'attentat, le lendemain et le surlendemain. Et on s'est amusé, donc vous voyez, c'est des vidéos, à vraiment codifier ces expressions faciales, et on a calculé le pourcentage d'expressions faciales positives. Et là, ce qu'on a découvert, c'est que avant, son niveau de base, c'est 7% d'expressions faciales positives. Le jour des attentats, ça atteignait presque 50% d'expressions faciales positives. Puis là, on s'est regardé avec mon collègue, puis on s'est dit, ben là, ça n'a pas de bon sens. Franchement, c'est la chose la plus dramatique qui soit arrivée en France depuis des années. Et lui, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est des expressions faciales positives. Puis on a réfléchi, on a lu dans la littérature scientifique, et on s'est rendu compte que, bien évidemment, c'est la seule option qu'il a. Parce que le rôle d'un leader, est-ce que c'est d'avoir l'air triste?
Est-ce que c'est d'être en colère? Là, on pense à d'autres personnes. Et non, c'est évidemment d'avoir un air positif pour pouvoir donner l'espoir que ça va aller mieux. Et d'ailleurs, et ensuite, le lendemain, c'était 37%, le jour 3, 13%, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, son intervention médiatique a été très bien cotée par l'ensemble des politiciens. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'un politicien doit être capable de faire en temps de crise, de montrer une expression faciale positive. Bon, il y a certains qui n'ont pas dû avoir le message. Le deuxième élément du pouvoir non verbal, c'est de travailler sa chaleur humaine. Travailler sa chaleur humaine, on l'a tous aussi de manière consciente ou inconsciente. C'est ce qu'on appelle en science le non-verbal immediacy. On appelle aussi ça dans les sciences criminelles le rapport. Quand les policiers vont faire des interrogatoires, ils vont tenter d'établir un rapport avec le suspect pour que le suspect leur fasse confiance et qu'il puisse faire ensuite des aveux. Dans le domaine de l'intervention, on appelle ça l'immediacy, on appelle ça la chaleur humaine. La chaleur humaine, c'est un ensemble de comportements qu'on peut faire pour signaler notre considération à quelqu'un. Puis cet ensemble de comportements, il est connu, c'est celui-ci. Se rapprocher physiquement des personnes avec qui on parle, physiquement, donc là on joue de proxémie, la toucher, utiliser un contact visuel direct, sourire, avoir une posture ouverte, utiliser des illustrateurs, travailler son expressivité vocale. Vous savez, quand vous allez au restaurant avec quelqu'un et que vous sortez de là avec une personne que vous connaissez moyennement, puis vous sortez de là, vous dites « Ah, je me suis senti tellement écouté, on était comme dans une bulle. » Pourquoi? Parce qu'il avait ces comportements-là, exactement ces comportements-là. Un regard direct, une expressivité vocale, des illustrateurs, etc. Ça, c'est des cibles que chacun peut se donner pour augmenter en fait son empathie, pour augmenter sa chaleur humaine. Alors, évidemment, il faut toujours respecter le confort de l'autre. Il y a des gens qui détestent être touchés. Donc, si vous amusez à toucher les gens, simplement parce que vous voulez rencontrer ce critère-là, mais que vous voyez que l'autre réagit mal, c'est certain que vous devez vous ajuster. Donc, le vrai secret, c'est ce qu'on appelle l'adaptabilité comportementale. Agir et réagir en fonction de ce que l'autre nous envoie. Donc, une fois encore, adaptez votre vision du monde. Alors, pour conclure, ce qu'il faut retenir de ces nombreuses choses que je viens de vous dire, et qui sont toutes assises sur la science, c'est qu'il faut tenir compte de notre vulnérabilité aux émotions des autres. Et donc, il faut se protéger pour ça. Maintenant, vous le savez. Il faut, en tout cas, porter à son attention, à sa conscience, les indicateurs non verbaux dans lesquels on est immergé. Donc, adapter notre vision du monde. Cultiver votre proximité, cultiver votre chaleur humaine. Et être positif et contagieux. Ça, c'est facile aussi. Donc ça, c'est des bons petits préceptes qu'on peut s'amuser à faire. Évidemment, les sciences de la communication sont larges. Alors, j'aurais pu choisir un tout autre disque dur pour aujourd'hui. J'aurais pu choisir toute une autre base de connaissances. J'aurais pu vous parler, toujours axé sur la science, j'aurais pu vous parler des rendez-vous amoureux. J'aurais pu vous dire qu'on est capable de juger en 10 secondes si un homme intéresse une femme. J'aurais pu vous dire comment aussi. Ou j'aurais pu vous dire si des vêtements suggestifs influencent vraiment la mise en contact. J'aurais pu. Ou j'aurais pu vous donner les 17 signaux non verbaux pour se débarrasser d'un homme trop entreprenant. Ça aussi, ils existent dans la littérature. Vous savez, le plus drôle, c'est que c'est une chercheure qui s'appelle Monica Moore qui a travaillé là-dessus. Monica Moore, c'est rigolo. J'aurais pu aussi vous parler de la vie de couple. J'aurais pu vous parler de ces chercheurs, les époux Gottman, le docteur Gottman, qui arrive à prédire un divorce à partir du non-verbal avec un taux de 94%. Ouais, lui, c'est un mathématicien. Sa femme, c'est une psychologue. Et oui, figurez-vous, et ils font le tour du monde avec ça, non pas pour prédire des divorces, mais pour prédire comment ne pas divorcer, pour aider les gens, en fait, à interagir de manière non-verbale dans un couple. Les époux Gottman. J'aurais pu aussi, enfin, vous parler de ce que le futur nous réserve. Parce que le futur nous en réserve bien des surprises. En fait, il est déjà présent dans ce qu'on appelle l'affective computing, parce que demain, vos ordinateurs sauront lire vos émotions. En fait, ils savent déjà le faire. Et le social sensing, c'est ces moyens que les chercheurs ont de mesurer automatiquement votre communication non verbale. On est capable de prédire si une personne va être prise dans une entrevue d'emploi rien qu'en automatisant son comportement non verbal. C'est fascinant. Bon, on pourra en parler une autre fois. Donc j'espère que ma présentation de ce midi ne ressemble pas à ça. Parce que je sais que j'ai dit beaucoup de choses. J'espère que vous aurez compris que les sciences du non-verbal sont riches, instructives, fiables, utiles. On a monté un centre d'études en sciences de la communication non-verbale avec Vincent Denot,
qui est mon collègue, avocat, doctorant en communication ici à l'Université de Montréal. Et j'ai écrit un livre avec ma conjointe qui s'appelle Votre intuition, ce super pouvoir. Ce n'est pas un livre ésotérique, ce n'est pas un livre de psychopop, c'est un livre sur la communication non verbale, comme vous voyez le sommaire ici. Et je serai au Salon du Livre d'ailleurs cette semaine, si jamais ça vous tente. Je me sentirai moins seul si jamais vous venez, donc ce sera bien. Et si jamais vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre interactivité. Merci beaucoup.